Evan fixe le beau motif. Un ours noir au cœur d'un cercle rouge bordé de blanc. Au moins la moitié des perles blanches ont disparu. Il y a toute une partie dénudée près de la tête de l'ours et de ses pattes arrière. Heureusement, la majeure partie de l'ours lui-même est intacte. Il dénoue le lacet en cuir et pince une petite quantité de tabac qu'il dépose dans sa paume ouverte. Le tabac vient d'un sachet en plastique qu'il a acheté en sortant du magasin général. Il avait oublié de prendre le séma, le tabac séché non traité, de son sac de médecine avant de quitter la maison. Les feuilles, artificiellement déchiquetées, collent les unes aux autres. Il fait rebondir le petit tas de tabac dans sa main gauche et le serre entre ses doigts. Il ferme les yeux. Allô Amélie! Allô Léna! Bienvenue la gang au balado Franchement Littéralement. Aujourd'hui, on va discuter de Neige de lune brisée de Waukesha Rice. Désolée pour ma prononciation, je me suis pratiquée, mais c'est mieux que j'ai fait. C'est correct. Bon, Parfait. on essaie au moins. Ben oui. C'est déjà quelque chose. Voilà. Nous, on enregistre, c'est la veille de la journée internationale pour la vérité et la réconciliation. Mais pour vous, ça fait déjà un petit bout que c'est passé, mais nous, on porte encore notre orange. Fait que, on va parler de réalité autochtone à soir. On porte notre orange. C'est un chandail orange qui représente... Oh my god, moi je pensais Oui. littéralement à une orange. J'étais genre, la fille elle se promène dans la rue avec une orange sur le cou, genre. Oui, ok, oui, les chandails orange, je sais de quoi tu parles. Sorry! C'est une métonymie. Bref. Mes excuses, j'étais un petit peu confuse. Parfait, fait que portez votre chandail orange, mais pas votre orange littérale. Si vous voulez les porter des oranges aussi, c'est votre choix, mais je sais pas si ça va être compris de la même façon. Neige des lunes brisées. Ouais. Moon of the Crusted Snow en anglais, Voilà. version originale. Comment est-ce qu'on a trouvé ce livre-là, Amélie? Encore au salon du livre. Yes! Je sais pas si c'était en même temps que j'ai acheté les 2 derniers livres qu'on a parlé à l'épisode sur non fictif. Parce que j'étais avec ma mère aussi, puis je me dis à quel point je suis allée souvent au salon du livre avec ma mère. Souvent. C'est vrai, ben c'est juste une fois que je me suis promenée, j'ai acheté plein de livres. En fait, c'est ma mère qui me les avait achetés, qui me l'a donné pour Noël. J'avais aussi acheté La course de rose en même temps, Ouais. qu'on a lu dans le club de lecture. Yes. C'était au même kiosque, là, il y avait un petit kiosque de lecture autochtone. J'étais Ouais, allée c'est prendre 4-5 livres. Fait que super simple, j'ai juste trouvé là. Mhm. Je l'avais depuis ce temps, puis je l'avais pas encore lu. Ben, je suis contente qu'on puisse le lire ensemble. Ça faisait un petit bout que tu m'en avais parlé, justement, parce que c'est supposé être une des lectures qu'on faisait dans le club de lecture. Comme une lecture rapide et dangereuse, Oui, là. oui, oui. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, je me souviens, puis personne l'a lu finalement. Ben, c'est ça. Il y a personne qui a le temps de faire des lectures de côté à part nous autres. Fait que, on se permet, hein. Puis, je suis vraiment très contente qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que, oh my god, ce livre. En effet, il y a pas d'autres mots. C'est quelque chose. Non, mais j'avais une petite mini-anecdote à raconter sur ce livre en même temps. Ouais. Quand j'étais en voyage, justement en Nouvelle-Écosse, je suis arrêtée dans une petite librairie à Antigonish qui s'appelait The Curious Cat. Cute. Qui était vraiment cute. C'était comme des livres usagés, des livres neufs, puis des thés, puis des tisanes qui vendaient. C'était vraiment mignon. J'arrive là, je me promène. Puis là, tout d'un coup, il y a comme des étudiants qui rentrent, parce qu'il y a une université pas loin. Ouais. Puis là, ils cherchaient Neige des lunes brisées. Puis là, le gars est comme « Ah oui, pour le cours sur les apocalypses, parfait, c'est juste dans le coin, là. » J'étais comme... J'avais pas encore lu encore. Ouais, J'étais spoiler. comme, qu'est-ce qui va se passer dans ce livre? J'étais pas prête, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Puis ça m'a bien fait rire. Des gros spoilers, mais en même temps, c'est pas vraiment un spoiler. Ben non. Dès que tu commences à lire, là. L'auteur le décrit lui-même comme un livre post-apocalyptique. C'est vrai. Donc, je spoil rien. Même le nom du cours spoil un peu Oui, lui-même. en effet. Mais c'est ça m'a bien fait rire. De retrouver ce livre loin de la maison. J'étais comme, hey, je m'attendais pas à en entendre parler random pendant mon voyage, mais Il te suit. il me suivait. It Voilà. was meant to be. Voilà. J'étais comme, ok, là, il faut que je m'y mette, là. Il faut que je Ouais. commence à le lire, parce que... Justement, Elena, est-ce que t'as envie de nous dire 2-3 mots sur l'auteur? Je peux bien essayer, Marie. Il y avait l'air d'un sympathique personnage quand j'ai regardé quelques interviews sur Oui. YouTube. Donc, Waukesha Rice, c'est un auteur, un journaliste de la communauté Wasauksing, la Première Nation, pardon. Il a écrit 4 livres, et dont son best-seller, justement, dont on va parler aujourd'hui,
Neige des lunes brisées, originalement appelé Moon of the Crusted Snow, qui a été publié en 2018, et traduit très récemment en 2022, oui, par Yara El Gabdan chez Mémoire d'Encrier, mais qui a aussi été traduit, j'ai trouvé ça assez marrant, ça a été traduit en français de France également, à peu près en même temps. Ça a été traduit par Antoine Chénat. Et le titre en français, c'est La Lune de l'Âpre-Neige. On pourra en parler. Mais c'est clair qu'on en parle. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. OK. Ouais. Parce que j'aurais vraiment le goût de savoir comment ils l'ont traduit en français de France. Je sais pas si je comprendrais tout. Oh my god. On en parlera plus tard, là. Oui. Je vais te laisser finir de présenter l'auteur, mais wow, OK. Donc, Monsieur Rice, qui est un littéraire, oui, évidemment, mais il a aussi fait carrière en journalisme pendant de longues années. Donc, depuis 2002, il est gradué de l'école Toronto Metropolitan University. Il a passé un long 20 ans à vraiment se mettre dans cette carrière-là avant de vraiment décider de prendre le pas puis d'être un écrivain à temps plein. Il a écrit Moon of the Crusted Snow. Il a écrit Moon of the Turning Leaves, qui est donc la suite du premier roman, dans la série qu'il intitule pour l'instant Moon, donc Lune, et qui a été publié en octobre 2023. Et autrement, il parle, il fait des conférences, il fait des interviews sur le processus créatif, sur l'art de raconter une histoire, et sur la communauté Anishinaabe et la culture indigène et tout ce genre de choses. C'est un bon petit monsieur. Il est de la famille, il est à la bien sympathique, puis j'ai très hâte de parler de son livre. Ben oui, moi aussi. Est-ce que tu sais si son deuxième roman a été traduit? Non, il n'a pas été traduit encore, Moon of the Turning Leaves. Je serais curieuse de voir si, justement, notre cher Yara El Gabdan va prendre le relais à nouveau puis le traduire. Et aussi si Antoine Chénat va le traduire en français de France également. Petite anecdote par rapport à ce livre-là. Moon of the Turning Leaves. Pendant que j'essayais de trouver Moon of the Crusted Snow, donc la version anglaise du livre dont on parle aujourd'hui, à la bibliothèque, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai une bulle de cerveau, peu importe. J'ai emprunté celui-ci. J'ai emprunté le deuxième tome, accidentellement, puis j'ai juste commencé à le lire. J'étais comme vraiment dedans. Méga spoil. Ouais, je me suis rendue peut-être à la page comme 40, ou un truc comme ça, on va me rendre compte. C'est pas le livre dont on parle. Fait que, je me suis légèrement spoil, mais honnêtement, ça vous dit un petit peu sur la plume de l'auteur déjà. J'étais captivée. Honnêtement, une bonne erreur selon moi, parce que ça m'a fait vraiment découvrir la plume de l'auteur, puis en anglais, en plus de ça. Oui. Avant de lire la version traduite en français. Parce que moi, j'ai juste lu en français, là. Ouais. Puis toi, tu l'as lu un petit peu tout croche. Oui. Pas juste un petit peu. Beaucoup tout croche. Comment est-ce que t'as trouvé ta lecture en français, d'ailleurs? J'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que, comme on disait tantôt, ça a été traduit en français québécois. Donc, des fois, ils s'envoient chier, pis mange la merde, pis hey, c'est vraiment drôle. Je sais pas que je m'attendais pas à ça, parce que là, ça se passe en Ontario. Ouais. Parce que quand les personnages parlent pas, tu sais, c'est super beau, poétique, là, t'es comme waouh, puis après, les gens parlent, t'es comme ah! Donc le français québécois est pas poétique, là! On a un moment. Mais j'ai trouvé ça spécial, parce qu'évidemment, c'est pas au Québec, là, dans la version originale, ils parlent juste casually en anglais, en canadien. Ouais. Ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça drôle, mais j'ai trouvé ça le fun à lire quand même. Puis je pense que j'ai apprécié le français québécois. Je pense que j'aurais pas apprécié autant la version en français de France. Si jamais ça n'avait pas été traduit en français québécois, juste en français de France, je suis pas sûre que j'aurais trippé. Ben justement, je pense que ça enlève un petit peu du caractère comme familier de la chose si on comprend pas les expressions familières, tu sais. Fait que c'est important qu'il y ait les deux versions, justement. Je serais curieuse de voir s'il y aurait une traduction qui soit faite en plus en français international. Genre, qu'est-ce que ça donnerait? On en parlera. Mais les dialogues, à quel point ça peut être international, tu comprends? Ben justement, parce que c'est du langage familier en anglais, parce qu'ils s'insultent à tout bout de champ. Ben oui! Des petits surnoms mignons, tu sais, c'est sûr que c'est obligé d'être familier, mais familier en international, c'est quoi? Ben c'est ça je dis, parce que mettons, on dit mange la marde, puis en français de France, ils vont dire va te faire foutre, ou je sais pas trop qu'est-ce que tu dis en international, en gros guillemets, que vous voyez pas que je fais des guillemets, genre va te promener, c'est comme je sais pas comment il dirait, genre. Va te promener. Va te promener. Clairement, c'est ça qu'il dit. Non, clairement pas, mais tu sais, ça serait quand même complexe, je pense, à faire. Oui. On pourrait parler de ça pendant des heures, là. Mais oui. Faire des suppositions.
Est-ce qu'on fait comme un petit résumé du livre avant d'embarquer dans toute la chose? Dans le fond, le livre, c'est l'apocalypse, puis c'est ça. Non, c'est pas vrai. Bon résumé. Ben, c'est un roman, dans le fond. Je sais pas si on l'a dit super clairement. Je pense que oui, mais c'est une histoire. Il y a un début puis une fin. Il y a une suite. Yes. C'est suivi... Ben, je peux parler un petit peu de la forme mini avant. Ouais, tu peux parler de la forme, si tu veux. Juste une mini-forme, c'est quand même simple. C'est coupé en 3 parties. Automne, hiver, printemps. C'est le fun que ça commence à l'automne, parce qu'on est à l'automne. Hey! Il y a quand même beaucoup de neige, fait que si vous êtes pas prêts encore. Puis ensuite, il y a plein de petits chapitres. Pas de titre, pas de numéro. C'est un petit peu mêlant. Tantôt, on cherchait des extraits, puis on était comme... Qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Mais sinon, c'est pas mal une coupure classique, là. Des petites incises quand il y a du dialogue. J'ai noté qu'il y avait des petits... des fois, quand il y a des petits avis à la communauté, comme des avis de papier qui distribuent, il y avait une mise en page différente. Tu trouvais ça le fun? C'est comme si on lisait la vie pour vrai. C'est vraiment étrange parce qu'ils nomment pas la communauté avant genre vraiment loin dans le livre. Seulement à la page 198, ils disent que le nom du lieu, c'est la Première Nation Ga-Wan-Da-Kong. Fait que je suis pas capable de le prononcer correctement, mais il y a énormément beaucoup de A. Puis dans le fond, on suit pas mal Evan, Nicole, je vais le dire en anglais, leurs enfants, leur famille, puis là, éventuellement, la communauté au complet. C'est pas mal lui, le personnage principal, là. On ouvre le roman, c'est lui, là. Il est tout seul, il est en train de chasser un orignal, ça commence là. Dans le fond, il y a une coupure d'électricité généralisée. On va suivre les personnages puis la communauté, dans le fond, quand ils essayent de survivre avec cette grosse panne, qui est quand même intense, puis l'hiver s'en vient. On s'entend que on est quand même dépendant à la technologie moderne, puis aux infrastructures, puis l'eau chaude, puis le Wi-Fi, puis à un moment donné, la mère de Ven est genre, j'ai besoin de checker mes courriels! C'est comme, on a besoin, on est pas mal là-dedans, dans la communauté, fait que, qu'est-ce qui se passe quand t'as plus ces éléments-là? Et aussi, qu'est-ce qui se passe dans une communauté autochtone, donc, qui sont quand même capables de se débrouiller, ils ont quand même des trucs mis en place pour une panne, pour... La nourriture, comment ils s'arrangent, ils peuvent chasser, mais c'est quand même à plus grosse échelle, là. C'est pas une petite panne d'une semaine puis il faut qu'ils se débrouillent, là. C'est vraiment gros. Fait qu'on les suit là-dedans puis ça va dégénérer un petit peu, là. Un petit peu sur un moyen temps. Sur un moyen temps. Eh boy. Fait que la communauté est plongée dans le noir, puis il y a bien des thèmes super intéressants, des réflexions vraiment intéressantes que j'ai faites en lisant ça. Ouais. Est-ce que t'avais autre chose à rajouter sur la forme avant qu'on embarque dans les thèmes? Ben, vu que c'était pas mal simple, c'est pas mal tout ce que j'avais noté. Ouais. Je sais pas si t'avais noté quelque chose en particulier. Non. Ben, mis à la part... police d'écriture? Ouais, non, La police est très intéressante. Non, j'avais autrement juste noté le fait qu'il y avait différentes langues, évidemment, dans le livre. Je sais pas si ça relève seulement de la forme, parce que il y a beaucoup de fond aussi là-dedans. Là, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la communauté. Mais c'est ça, il y a beaucoup de Anishinaabe d'Ojibwe essentiellement, puis d'anglais. Ben, je dis anglais parce que la langue originale du livre, c'est l'anglais, mais en réalité, dans le livre, la traduction, c'est le français. On s'entend, qui sont mélangés ici et là, puis que souvent, les mots d'Ojibwe sont pas traduits, puis tu dois juste le deviner par le contexte. Par le contexte, exactement. Ce que j'ai beaucoup apprécié. Puis on le comprend quand même. Puis c'est le fun qu'il n'y a pas, justement, cette petite béquille-là pour nous aider. Ah ben, voici une petite note de bas de page à chaque fois qu'il y a un mot. Puis là, il faut... Non, c'est comme ça nuit un petit peu au flow de l'histoire. En effet. Des fois, c'est le fun, mettons, quand on a lu On a tout l'automne. Il y avait quand même beaucoup de traductions, là. Mais là, c'est comme complètement différent, comment c'est fait, puis ça a fait du bien quand même. C'est ça. On le comprend par contexte, puis si jamais on a besoin d'en savoir plus, on fait la recherche nous-mêmes, si on veut, tu sais. D'ailleurs, comment est-ce que tu t'es senti par rapport à ça? Est-ce que toi-même t'as voulu faire de la recherche, ou bien tu voulais vraiment plus le comprendre par le contexte, puis le lire d'un trait? Ben moi, c'est ça que j'ai fait, là. Ouais, moi, j'ai lu d'un trait, puis justement, des fois, j'étais comme... Est-ce que ça a été traduit, finalement? Des fois, je regardais la phrase, puis je me disais, ben, je suis capable de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Est-ce que il répète la même chose en français ensuite? Des fois, je comprenais pas exactement comment c'était fait, mais j'ai pas eu de difficulté à comprendre du tout, puis pas que j'étais capable de deviner tous les mots, là, évidemment, mais tu sais, comme tu dis, par le contexte, on comprenait ce qu'on avait besoin de comprendre. Oui, exactement. Mais toi? Ouais, ben pareil aussi. Il y a eu des moments parce que je me suis dit c'est intéressant, ça me faisait beaucoup penser aussi à On a tout l'automne. L'approche était différente évidemment, mais il y avait des moments parce que c'est un thème aussi très important dans le livre parce que même
des personnes dans la communauté elles-mêmes ne parlent pas beaucoup l'Ojibwe et l'Anishinaabemowin. Faut que j'arrête d'essayer parce que j'arrête pas de foirer. Ouais. Mais même les personnes dans la communauté comprenaient pas tout, puis Evan lui-même, une des premières choses qu'il dit dans le livre, c'est qu'il semble bizarre de faire certaines cérémonies, des rituels en français. C'est vrai. Au lieu de dans sa langue autochtone, tu sais. Fait que, on sentait cette espèce de tiraillement. Fait que moi aussi, je l'avais un tantinet quand je voyais des petites phrases qui étaient écrites dans une langue que je connais pas nécessairement, puis j'étais comme, est-ce que je devrais le rechercher, mais est-ce que je devrais juste essayer de me mettre dans ce mood-là, dans ce mode-là, de juste comme, je vais comprendre, il va me le traduire immédiatement, puis éventuellement, ça va tomber sur le sens, tu sais. Ouais. Puis, il y a eu des moments où j'ai arrêté juste pour comme regarder la langue puis voir comment c'était construit puis tout ça, parce que juste par défaut là, on est quand même des linguistes. Est-ce que tu vas nous faire un glossaire? Non. Pas de glossaire cette fois-ci. Mais tu sais, il y a des petits mots que tu sais je savais déjà, comme Nokomis puis Nénishimis, tu sais, des petits mots qui parlent de la famille parce qu'on les a vus ailleurs. Ouais. Kukum, qui a été écrit différemment dans ce livre-là plutôt que dans Kukum de Michel Jean, par exemple. Puis après ça, Miigwech, parce que on le voit partout. Oui, puis, ouais. Fait que ça va, là. Mais c'est un petit peu comme toi, j'ai voulu juste comme le lire, puis me mettre dedans, simplement. Puis je veux dire, il y en a un petit peu, mais comme on dit, on comprend avec le contexte, ça nuit pas à la lecture. Ouais. Inquiétez-vous pas, si vous parlez pas une langue autochtone, j'aurais pas de difficulté à lire. Puis t'as ça remarqué en lisant un petit peu l'anglais. Je sais pas si dans la partie que tu as lu en anglais, il y avait des mots autochtones, mais est-ce que tu trouvais que le flow était pareil en français puis en anglais? Je trouve que elle a fait quand même une bonne job, la traductrice, pour ça, parce que elle est restée collée à la façon que ça a été écrit dans le texte original. Il y avait aussi de ça parce que le texte en Ojibwe est écrit tel quel, puis après ça, c'est comme traduit immédiatement ou bien adapté à l'anglais tout de suite après, fait que tu peux comprendre par la traduction, ou bien il y avait des affaires qui étaient comme pas répétées parce que ça avait été dit auparavant puis on est supposé comprendre rendu là que c'est une formule de politesse ou bien une formule pour saluer ses aînés, etc. Tu sais, pour ça c'était similaire dans la traduction. J'en ai pas lu énormément évidemment parce que tu sais comme j'ai dit j'ai eu une petite mésaventure de trouver le bon livre, mais de ce que j'ai lu dans le premier chapitre surtout en anglais ça semble vraiment très très similaire au français. Ouais. On peut pas dire pour la traduction française de France. Ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même trouvé ça drôle. On a parlé de On a tout l'automne. Oui. Puis dans notre discussion sur On a tout l'automne, on parlait beaucoup de remercier l'animal quand on le chasse, puis à quel point on est éloigné maintenant de notre nourriture. Puis en commençant Neige et Lune brisée, le premier chapitre, c'est Evan qui est justement en train de chasser. Puis tout au long du livre, quand il chasse l'orignal, ils font une petite cérémonie pour remercier l'animal. Puis je trouvais ça le fun de faire un petit lien avec ça. Même si j'imagine que c'est le cas dans tous les livres autochtones où ils chassent un orignal. Ben oui, c'est ce qu'on oserait espérer. Là. Mais il y a tellement un respect pour la nature. Ouais. Que j'espère, oui, en effet. Mais je trouvais ça juste cute, le petit parallèle. Je me suis dit, je me sentais en territoire familier, mettons. Ouais. Parce que on retrouvait une façon de faire qu'on avait déjà lu avant. Puis le premier chapitre est quand même beau. Là. Ouais, c'est vraiment un beau chapitre. Je trouve que dans ce qui concerne un incipit, là, il a incipité, là, monsieur Wabgeshig Rice, là, c'était wow! Je l'ai beaucoup aimé. Tous les thèmes sont là. L'écriture est vraiment simple, concise, droite au but, puis en même temps, c'est tellement comme vraiment bien décrit. Ouais. C'est le seul chapitre où il y a comme vraiment moins de dialogue comparativement aux autres. Parce qu'il est tout seul. Puis tu comprends quand même qu'il va avoir une espèce d'approche très familière avec le lecteur, la lectrice, qu'on va se parler, tu sais. On va se comprendre vraiment rapidement, puis il y a une intimité qui est déjà comme créée dès le premier chapitre. Ça tente-tu de lire un extrait? D'ailleurs, justement, quand il chasse l'orignal, je pense que c'est un bel extrait. OK. On est à la page 16, donc la deuxième page du livre. On n'est pas très loin. Evan fixe le beau motif. Un ours noir au cœur d'un cercle rouge bordé de blanc. Au moins la moitié des perles blanches ont disparu. Il y a toute une partie dénudée près de la tête de l'ours et de ses pattes arrière. Heureusement, la majeure partie de l'ours lui-même est intacte. Il dénoue le lacet en cuir et pince une petite quantité de tabac qu'il dépose dans sa paume ouverte. Le tabac vient d'un sachet en plastique qu'il a acheté en sortant du magasin général. Il avait oublié de prendre le séma. Oui. Le tabac séché non traité,
de son sac de médecine avant de quitter la maison. Les feuilles, artificiellement déchiquetées, collent les unes aux autres. Il fait rebondir le petit tas de tabac dans sa main gauche et le serre entre ses doigts. Il ferme les yeux. « Kshimanidou » lance-t-il d'une voix forte. « Grand esprit, aujourd'hui, je vous dis miigwech pour la vie que vous nous avez donnée. » Il respire profondément, prend une petite pause. C'est encore un peu nouveau pour lui. Miigwech pour ma famille et pour ma communauté. Miigwech pour notre santé. Shimigwech pour la vie que vous nous avez permis de prendre en ce jour, ce mouzou qui nourrira ma famille. Il se sent toujours un peu bizarre de réciter cette prière de gratitude presque entièrement en français, à part les quelques mots en Ojibwe, parsemés ça et là. Mais ça lui fait du bien de croire qu'il redonne ainsi à autrui, en quelque sorte. Ah, ça continue pis c'est encore beau. Ouais. Okay. Vas-y en anglais? Est-ce que je devrais? Ben oui. Okay. Ça nous donne une petite, un petit parallèle, là, entre les deux. Evan looked down at the beautiful design, a black bear and a red circled edge in white. At least half of the outer white beads were gone, and there was a bald patch near the bear's head and hind legs. Most of the beaded bear itself remained, though. He untied the leather string and pinched some tobacco into his open palm. It came from a plastic pouch of rolling tobacco he'd bought at the trading post on the way out. He'd forgotten to get the dry, untreated tobacco, or sema, from his medicine bundle before leaving the house. The shredded manufactured leaves seemed to gum together. He bounced a tiny heap in his left hand before wrapping his fingers around it. He closed his eyes. Shimanidu, he said aloud. Great Spirit, today I say miigwech for the life you have given us. He inhaled deeply and paused. This was still a little new to him. Miigwech for my family and for my community. Miigwech for our health. Chi-miigwech for the life you have allowed me to take today, this muzu, to feed my family. He still felt a little awkward saying this prayer of thanks mostly in English, with only a few Ojibwe words peppered here and there. But it still made him feel good to believe that he was giving back in some way. Peppered. Peppered. Comme ça poudré. Oui. Poivré. C'est cute, j'aime ça. C'est très imagé, j'aime ça. Beaucoup d'amour pour la langue, évidemment, là-dedans, puis beaucoup d'amour pour la tradition et la cérémonie, puis ça, c'est un rituel qui va revenir tout au long du roman. Si ça vous intéresse pour ça, en tout cas, c'est vraiment très, très, très beau et très doux comme cérémonie, je trouve. Il y a aussi des moments où ils ont comme des réunions en communauté où est-ce qu'ils font faire brûler la sauge, puis ce genre de choses-là, avec les plumes. Il y a des aînés qui aident pour cette cérémonie-là. Ouais. L'aînée Eileen. Oui, on Ouais. aime tellement. Cute. Qu'est-ce que t'as trouvé des autres cérémonies aussi, d'ailleurs? Est-ce que brûler la sauge, ça t'intéresse, ce genre de trucs-là? Ok, là, parce que j'avais averti Léna, là, que j'allais faire un petit rant sur la chose. La sauge. Parce que la sauge blanche, c'est une herbe sacrée aux Premières Nations, là, aux communautés autochtones. Et dans les dernières années, avec le New Age puis les trucs de même ésotériques qui sont devenus populaires, tu peux acheter de la sauge blanche, genre au magasin ésotérique du coin, puis brûler de la sauge dans ta maison pour purifier. Non, ok? Premièrement, c'est même pas une plante qui devrait être vendue. Les herbes sacrées comme ça, on devrait pas être capable d'en acheter. Puis si on en achète, ça devrait être de personnes autochtones qui peuvent profiter de la vente de cette plante, mais on devrait même pas en acheter. Déjà, là-bas, ça devrait rester là-bas, parce que c'est rendu une plante comme en danger, à cause qu'on la vole pour purifier notre maison pour aucune bonne raison. Si vous voulez purifier votre maison, il y a tellement d'autres plantes que vous pouvez acheter. Même de la sauge de jardin, ben normal, ça fonctionne pour qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Puis j'ai aimé tellement qu'est-ce qu'ils ont fait dans le livre, parce qu'ils montraient, évidemment, peut-être pas l'entièreté d'un rituel, puisque c'est quand même sacré, puis ils veulent, j'imagine, pas partager exactement tout ce qu'ils font, là. Ils vont le faire. Ben, mais il fait quand même beaucoup, là. Je pense pas que c'est par souci de préservation, là, de cachotterie, c'est plus parce que c'est ce qu'ils font pour lui. Mais j'ai trouvé ça le fun, justement, qu'ils le fassent, que tu vois un rituel, une cérémonie ou whatever, puis qu'ils utilisent la sauge blanche pour que tu puisses te rendre compte à quel point c'est important pour cette communauté-là, puis que t'en fais pas partie. Ils utilisent le mot smudge aussi, qui est un mot consacré aux communautés autochtones. Puis si tu veux faire du smoke cleansing, qu'on appelle, il faut que tu utilises un autre terme. Puis le nombre de livres que j'ai lus, publiés en 2022-2023, qui utilisent le mot smudging quand ils parlent de juste
une plante que tu brûles dans ta maison, Ouais. j'ai le goût de crier. Puis je trouve que ce livre-là, ça nous ouvre les yeux là-dessus d'une façon quand même subtile. Ouais. Il parle pas du tout d'autres personnes hors de la communauté qui utilisent leurs plantes, mais t'es capable de regarder ce livre-là, de lire le paragraphe, de te dire « Ah, ok, mettons que t'en as chez toi, là. Peut-être que je devrais pas m'en servir parce que c'est pas fait pour moi, là. » Ouais. Mais il y a pas d'avertissement là-dessus, en plus. Là. Les personnes qui vendent ça, c'est juste des personnes qui l'ont soit comme cultivé pour leur propre compagnie, pour leur propre sous, là, ou bien juste comme des gens qui clament qu'ils sont capables de guérir ton environnement avec cette plante-là. Mais je trouve ça intéressant que tu dises que comme, tu sais, c'est particulièrement la sauge blanche, Oui, tu sais. ouais. Moi, je savais pas vraiment, je sais pas grand-chose à ce sujet-là, de manière générale. Quand je veux purifier mon espace, je passe l'aspirateur. c'est pas un réflexe que j'ai personnellement, mais je pense que c'est important qu'on le mentionne, d'ailleurs. Puis je pense que c'est important que les personnes se cultivent là-dessus, justement. Tu peux pas juste comme utiliser un objet puis t'attendre à ce que tu connaisses toutes les conséquences de tes actes. Fait que Non, c'est ça. be aware, soyez conscient de ce que vous faites. Profitez pas des personnes pour absolument aucune raison. Profitez pas d'un objet dont vous connaissez même pas le pouvoir de la chose. T'sais, Exact. c'est bien le fun de pouvoir imiter les gens autour de toi, mais t'es pas une sorcière nécessairement parce que tu utilises la sauge. Là. On peut tous s'entendre. Genre, si tu veux vraiment être une sorcière, fais de la recherche. Il y a des vraies sorcières dans la vie, ok? Il y a des vraies personnes qui utilisent certains objets pour telle raison, puis il y a plus qu'une raison pour la chose, ok? Il y a toujours un fond à quelque chose, il y a toujours une histoire à quelque chose, fait que renseignez-vous sur les histoires qui concernent l'objet que vous utilisez. Point. Puis c'est tellement facile de googler herbes sacrées autochtones, puis tu vas voir genre la sauge blanche, le tabac, le foin d'odeur, sweetgrass. Ouais. Te renseigner là-dessus, puis faire des bons choix. Ben oui. Puis il y a tellement de documentaires en plus qui sortent sur ces herbes-là, genre c'est tellement facile de se renseigner, genre tu peux facilement éviter ces plantes-là si tu sais que tu fais pas partie de ces communautés-là. Bref. Et aussi, dernière parenthèse sur les plantes, là, vous pouvez regarder vos ancêtres, ils viennent d'où, de quel pays, puis vous renseigner sur les plantes natives de ces pays-là, puis utiliser ça parce que ça va être votre culture au lieu de prendre celle des autres. Ouais. Voilà. Fin. Merci, mais j'ai aimé ça que le voir dans le livre, puis il utilisait les bons mots, puis voilà. Ben évidemment, là. Tu sais, moi, je suis comme, bravo aux personnes autochtones d'avoir utilisé les mots autochtones. C'est pas ça que je veux dire, là. Vous avez compris. Voilà. C'est le fun de le voir. Ouais, c'est le fun de le voir en contexte. Voilà, exact. Parce qu'on en entend souvent parler, mais là, c'était le fun de le voir pour vrai, là. Mis à part de ça, y avait-tu d'autres thèmes qui t'avaient accroché, dont on pourrait parler? Ben, un des thèmes qui est proéminent, quand même, dans le livre, c'est la communauté. Le besoin de communauté, mais aussi la communauté qui est déjà existante, là, comment ils s'entraident les uns avec les autres, et aussi comment cette communauté-là est affectée avec l'isolement. Parce que là, ils ont plus d'électricité, ils ont plus accès à la vie extérieure, et c'est l'hiver. Fait qu'ils vont pas aller, là, loin, là. Ils restent avec leur communauté. Puis c'était vraiment beau de voir comment ils interagissent entre eux, parce que c'est quelque chose qu'on perd, là, la communauté. Ah, c'est quelque chose qu'on n'est plus capable de former en tant que gens individualistes du 21e siècle, c'est vraiment très très difficile. Genre moi, là, si je suis chez nous dans mon appart puis je perds l'électricité, là, je suis pas sûre que mon voisin d'en haut, il va venir m'aider. Ah, en effet. Tu sais, fait que la communauté, c'est plus pareil en tout cas pour nous, là. Je parle des gens pas autochtones. Ben, je dis pas que vous avez pas de communauté, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que je trouvais que on le voyait bien quand quelque chose venait un peu brasser la communauté, comment ça les affectait. Mettons un personnage qui arrivait, des gens de l'extérieur qui venaient se faufiler dans la communauté. Oui, définitivement. Ouais, je suis d'accord. C'est même pas genre juste la communauté, c'est une espèce d'esprit familial. Genre c'est mon sang, c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est même la personne qui est pas du tout reliée de sang à moi, que j'appelle ma tante, qui est l'aînée du groupe, c'est ma famille. Je vais m'occuper d'elle, je vais prendre soin d'elle, je vais aller réchauffer son poêle à bois, je vais m'assurer qu'elle reste au chaud, même si j'habite super loin d'elle en réalité au sein de la communauté, juste parce que il faut pas qu'on laisse qui que ce soit derrière. Même les gens qui sont peut-être un peu plus jeunes dans cette communauté-là, qui ont pas un lien aussi fort avec les valeurs autochtones qui sont de soit toujours être prêt pour l'hiver, tu sais, chasser, pêcher, etc. Ou bien juste s'occuper de son foyer, puis de sa famille, puis de s'assurer qu'on est encore ensemble dans la communauté, qu'on parle notre langue, qu'on la garde vivante. Même les gens qui sont un petit peu en retrait de ça,
Evan puis sa famille, ils vont toujours aller vers eux. Par exemple, son frère Cam. Ouais. Il est décrit Cam comme étant le jeune qui veut constamment jouer aux jeux vidéo. Il est sur le party. Qui travaille pas vraiment, qui prend des contrats ici et là, mais il habite sinon dans une espèce de complexe d'appartements sur la frontière de la communauté du territoire. Mais Evan s'assure toujours d'aller le voir pour s'assurer qu'il est correct, pour s'assurer que, ok, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? J'espère qu'il mange correctement, j'espère qu'il boit pas trop, j'espère que, tu sais, ce genre de choses-là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a définitivement pas. Moi, personnellement, là, je fais ça peut-être avec comme quelques-uns de mes amis, avec ma famille, ma mère. Ça finit là. Mais c'est tout petit, là, c'est peut-être genre 10 personnes, là, c'est pas 150. Là. Exactement. Imagine comment on se sentirait si c'était de même partout. Peu importe qu'est-ce qui t'arrive, bien ou mal, t'as littéralement une communauté de personnes là pour t'aider. Et en même temps, en retour, t'aides les personnes autour de toi. C'est tellement important. On sait c'est quoi la valeur de la chose, mais de le construire, ça prend tellement de travail. On est tellement déconnecté de ça que c'est si difficile de s'imaginer dans ce milieu-là. En disant déconnecté, j'avais justement noté dans mes notes, on n'a jamais été aussi connecté et déconnecté à la fois. Connecté dans le sens avec la technologie. On est rejoignable 24 heures sur 24. On a accès à tout ce que les gens font à toutes les heures de la journée. Mais en même temps, on n'a plus justement cette relation spéciale avec les autres. Donc, on se retrouve déconnecté, dans le fond. Puis ça, je pense que l'auteur, il fait vraiment un bon travail de, justement, aller jouer là-dessus. Il commence avec, comme tu disais, l'extrait où est-ce que Patricia. La mère de Van. Qui veut checker ses emails. Genre, j'essaie d'écrire à ta soeur, mais là, je suis pas capable de l'appeler non plus, ça marche pas, viens m'aider avec ça, Eve. Tu sais, elle essaie de se connecter de cette manière-là, mais là, ça finit par être une expression qui a été utilisée tout au long du livre que j'adore, qui s'appelle télégraphe de mocassin. J'adore. Fait que là, ils sont obligés de se promener d'une maison à l'autre pour pouvoir aller communiquer l'un avec l'autre. Puis ça, c'est quelque chose que tu ferais pas nécessairement, là. Si je prévois de texter ma mère aujourd'hui puis qu'elle me répond pas, je vais attendre à demain, là. Je veux pas aller cogner à sa porte à... Tout va bien, maman? À Grissoud, faire comme salut. Je vais juste te dire allô. Mais je suis d'accord, on est très déconnectés. Je pense qu'il a fait un bon travail de juste montrer cette opposition-là, montrer c'est quoi une réelle connexion de communauté, tu sais, c'est quoi de vraiment prendre soin des siens, puis comment est-ce qu'ils prennent soin d'eux durant cette crise-là. Je pense que ça témoigne de juste un amour puis d'un besoin familial qui est inimaginable pour moi. Puis en même temps, je trouve ça facile pour des personnes comme nous qui sont pas dans cette communauté-là je parle pas de nous en particulier, parce que je pense qu'on est quand même un petit peu au courant, mais de s'imaginer que les communautés autochtones, dans le Nord, ils sont coupés de tout le monde, alors que on le voit bien dans le livre, qu'ils ont de l'Internet haute vitesse, puis du réseau de téléphone, puis ils parlent avec leurs amis, puis ils jouent en ligne, puis... Tu sais, alors qu'on aurait l'impression de se dire, comme ils vivent en communauté rapprochée, puis ils chassent l'orignal, ils vont pas aller sur Facebook. mais non. C'est pas vrai, c'est pas ça la réalité dans 2024. Non. Pas qu'on avait ce stéréotype-là, nous, dans nos têtes, là, mais n'importe qui est pas vraiment au courant, qui a pas vraiment lu, ou qui s'est pas vraiment renseigné sur c'est quoi une communauté autochtone dans les années 2024. Tu sais, c'est fun de voir qu'est-ce que c'est, puis en même temps, qu'est-ce que ça leur enlève, comme on dit. Tu sais, que ça a vraiment un impact quand ils perdent l'électricité, là. Ben oui. C'était bien beau de se dire que ils savent comment se préparer à l'éventualité d'une panne d'électricité. Tu sais, ils ont quand même... un savoir-faire, ils ont une débrouillardise. Oui, mais comme les technologies modernes font maintenant partie de leur vie. Fait que s'il y a plus personne qui vient de la grande ville leur apporter de la nourriture, puis qu'ils peuvent plus rejoindre les gens qui sont pas dans la communauté en tant que telle, ça a quand même un impact, là. C'est pas juste comme, on sait comment se débrouiller. Maintenant, c'est un gros mix de les valeurs ancestrales, les anciennes manières de faire, qui sont maintenant des manières modernes, et tout ce que nous, on a accès, mettons, l'électricité. Puis... tout ce qui leur a été imposé maintenant à cause de, justement, du vol de territoire, du vol de leurs terres ancestrales. Puis, ça, il y a un bel extrait là-dessus, d'ailleurs. Je sais pas si on pourrait faire un petit détour pour parler de ça, là. Il en parle dans plusieurs différents moments. Il parle du fait qu'il y a justement l'accès à l'électricité. Ça, c'est récent. Pour lui, pour ses parents à lui, pendant vraiment longtemps, aucun Internet. Aucune électricité, pas d'eau courante ou rien, là. Les infrastructures sur lesquelles certaines plus jeunes générations dépendent maintenant dans cette communauté-là sont extrêmement nouvelles, ça découle entièrement de ce qui s'est passé il y a même pas 100 ans au Québec, tu sais.
Ou bien, au Canada en entier. Donc, ça, je pense qu'il faut pas passer par-dessus là. Il y a comme un thème de violence qui revient constamment, puis on sait que ça vient d'un vol initial, d'un assassinat initial d'une culture, là, littéralement, puis il mange pas ses mots. T'sais, il répète, puis je pense que il dit pas d'une manière à genre mettre le doigt sur quelqu'un, parce que c'est pas vraiment comme une opposition genre le Sud puis nous autres notre communauté, c'est vraiment plus que on fait ce qu'on a avec ce qui nous a été donné. Ouais. T'sais, on fait ce qu'on peut avec ce qui nous a été donné. Fait que je trouvais ça important qu'il le mentionne. Il y a un extrait, je pensais à ça surtout parce que comme je l'ai dit au début de l'épisode, on est la veille de la journée de la vérité de la réconciliation. J'étais en train de me dire ça tombe à la fin septembre. C'est le fun parce que c'est une fête nationale, c'est devenu un férié. Et ce qui est pas le fun, c'est que le Québec observe toujours pas ce férié-là. Moi, avec mon petit brin de colère, là, j'étais en train de penser à des personnes que j'ai croisées récemment, tu sais, j'étais en train de chiller, des personnes autochtones, là, je parle en particulier, qui étaient juste en train de chiller sur Montréal, j'étais comme, on vous le dira pas qu'on pense à vous, genre. Fait que, cette section-là, j'étais comme vraiment, ça m'a fait mal, là. Mais je voulais quand même la lire. Ça apporte l'apport de l'alcool dans la communauté. Ouais. C'est censé être une communauté sèche, il dit à la page 69. L'alcool avait été banni par le conseil de bande il y a près de 2 décennies après une série de tragédies. Les jeunes se suicidaient à un rythme effarant durant les années avant l'interdiction sous l'effet de l'alcool, de la drogue, de l'essence et d'autres solvants. Pendant des décennies, les hommes désespérés se saoulaient et battaient leurs femmes et leurs enfants, alimentant un cycle d'abus qui se poursuivait quand ces enfants grandissaient. C'était devenu tellement normal qu'on avait oublié ce qui avait été la racine de leur tourmente. Le déplacement forcé de leur terre ancestrale, l'anéantissement violent de leur culture, de leur langue et de leurs rituels. Le point de bascule a été le jeune de 16 ans, Justin Mégis. L'adolescent avait bu avec ses amis et était dans une telle stupeur qu'il avait poignardé sa grand-mère durant une dispute banale. Elle en est morte, et lui aussi, après avoir retourné le couteau contre lui-même. Le seul recours logique pour les aînés de la communauté était d'interdire l'alcool. 20 ans plus tard, le règlement est rarement appliqué. On passe l'alcool en contrebande et on le stocke dans les maisons justement pour des soirées comme celle-ci. Le Eve sort un petit bac à glace et ils boivent un petit peu d'alcool dans la maison pour jouer aux cartes, puis ils vont retourner dans la famille après. Fait que ça, c'est quelque chose que les gens, ils se doutent qu'il se passe dans les communautés, mais ça prend quand même tout son sens dans le contexte maintenant qui est décrit dans ce livre-ci. Fait que je voulais ajouter cet extrait-là parce que ça m'a fait mal. Un bon extrait quand même. Est-ce qu'il y avait un autre thème qui t'avait marqué? L'atmosphère inquiétante, honnêtement. Je trouve que Wabasha Grace a fait un vraiment bon travail de créer du suspense. J'ai pas l'habitude de lire beaucoup de livres qui sont des thrillers, sur des choses-là, parce que c'est juste pas le style d'écriture que généralement auquel je me colle, mais il l'a fait d'une manière tellement comme sneaky. Il y a vraiment, pendant une grande partie de la première section du livre, on sent qu'il y a comme quelque chose qui cloche, puis ça vient très lentement. La première chose qu'on remarque, c'est que le satellite fonctionne pas. Ouais. La télé fonctionne pas, fait que les enfants d'Evan puis de Nicole... Ils vont plus à l'école. Ça veut dire qu'ils peuvent pas regarder la télé. Ah ben oui, c'est ça. Fait que leur routine est un petit peu chamboulée. Exactement. Là. Puis là, ils se rendent compte que les textos fonctionnent pas non plus. Ce qui veut dire qu'ils peuvent pas s'envoyer des messages, ils peuvent pas s'appeler l'un l'autre, ils sont obligés de se parler en personne, ils sont obligés de conduire à la maison de ton ami Isaac, par exemple. Mais, tu sais, le télégraphe de Mocassin, dès que le satellite commence à fonctionne plus, puis là, tout d'un coup, le courant, il coupe. Puis là, ils savent rien de ce qui se passe pendant des semaines. Puis en plus, il y a des coupures temporelles aussi. Il y a des sauts temporels dans l'histoire qui font en sorte que tu comprends pas tout à fait l'ampleur du danger, en fait, parce que là, ils ont plus d'électricité pendant une semaine, tout d'un coup, puis là, c'était comme, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'ils ont fait pendant une semaine d'électricité? C'est l'automne, il commence à faire froid, on habite dans le nord, comment est-ce qu'ils font pour juste comme passer à travers ça? Puis il y a une inquiétude, une réelle inquiétude qui se fait, qu'on voit à travers le point de vue focal d'Evan. Puis ça, je trouvais ça intéressant, là. Est-ce que toi, tu t'es sentie comme vraiment inquiète en lisant ça? Parce que moi, j'étais genre... oui, puis en même temps, ça me faisait un peu niaiseux, je vais dire une affaire niaiseuse. Quand l'électricité disparaît, les gens commencent à s'inquiéter. Puis ils vont au magasin général ou whatever, à l'épicerie, c'est quoi? Puis ils vident toutes les tablettes. Oui. Genre en cacophonie. Puis là, Evan est genre, OK, on va s'assurer que, tu
tu sais, tout le monde a de la bouffe, les gens vont aller acheter leur nourriture, lui, il s'en va à l'épicerie pour acheter qu'est-ce qu'il a besoin, puis là, il arrive là, il reste genre 3 cannes de maïs. Ouais. Ça m'a fait penser à quand la pandémie a commencé Littéralement. ici, les gens sont devenus fous furieux, puis sont allés acheter du papier de toilette pour les 8 prochaines années. Ben Fait ça c'est aux États-Unis. Nous, on achète Puis, des autres affaires aussi. En donné, il y avait plus de farine, parce que les gens, tout d'un coup, faisaient leur pain, Le genre. pain. Mais, fait que, oui, ça m'a inquiété, mais en même temps, ça m'a fait penser à ça, puis ça m'a fait un petit peu rire. Ouais. Est-ce que je devrais rire de la pandémie? Pas vraiment. Mais, tu sais, c'est un petit peu, ça me faisait penser à ça. Faut trouver de la lumière dans nos moments Ben, les plus idiots. Comme quoi, quand t'es comme coupé de qu'est-ce que tu connais, en isolement, ou t'as plus d'électricité ou whatever, t'as comme des pensées un petit peu irrationnelles, et tu penses au pire scénario possible, puis tu te dis, il y a plus d'électricité, alors moi j'achète toute la bouffe qui reste, puis tant pis pour les autres, moi je suis all set dans mon garage, puis, fait que, mais oui, c'était quand même, je sais pas comment moi j'aurais réagi dans cette situation-là, où j'aurais vraiment plus d'électricité pendant plus que 12 heures, là. Je me suis dit, j'ai-tu une trousse de premiers soins? Est-ce que j'ai de l'eau en bouteille? Est-ce que, tu sais, faut quand même penser à ça, parce que c'est facile de se dire, ben nous, ça nous arrivera pas, là. Ouais. Mais ça pourrait. Ouais. Ça pourrait très bien. Ça pourrait, ouais. En même temps, en réalité, tu sais, ça arrive, là. Ouais. Pas plus tard que l'année dernière, on a eu une belle coupure de courant à cause de la crise du verglas 2.0. Je pense que j'ai même pas perdu l'électricité, moi. Moi, pendant longtemps. Mais il y en a pendant plusieurs jours, là. Ouais. Ou genre, des endroits où il y a pas vraiment de neige, Mhm. puis il y a un petit peu, justement, de verglas, puis l'électricité coupe, puis ils savent pas vraiment comment réagir, parce qu'ils sont pas habitués à cette température-là. Ouais. Mais tu sais, si vraiment, dans un monde post-apocalyptique, pour vrai, où on aurait plus accès à de la bouffe, on meurt toutes, là. Ouais. Bon, moi, je peux pas aller chercher l'orignal, là. Par contre, je peux cueillir des plantes. Je suis capable de retenir des plantes. Par contre, si c'est en plein milieu de l'hiver, il y a pas de plantes, là. Il y a genre 2-3 boulots, là, puis c'est pas mal ça, là. Ouais, ça dépend de ce que t'es. Je peux faire des tisanes de sapin baumier, puis c'est pas mal tout, là. C'est délicieux. Ouais. Je vous recommande. Ça m'a définitivement fait réfléchir, ça, là-dessus, Ouais. justement. Ben, mon guilty pleasure en ce moment, c'est de regarder des émissions de télé-réalité. Puis il y en a une en particulier qui s'appelle Outlast. Je vais faire un lien. OK. Qui littéralement, juste comme 16 Américains sont droppés dans l'Alaska. OK. Mais ils doivent juste survivre. OK. Pendant le plus longtemps. OK. Puis Atlas, littéralement, doit juste comme survivre, passer les autres équipes. Fait qu'ils font comme 4 équipes. Puis je regarde ça, puis je suis comme, man, je saurais même pas où commencer. En pleurant? Ouais, clairement. Mais eux doivent comme se bâtir un refuge, évidemment, trouver une source d'eau fraîche, faire bouillir leur eau, évidemment, se trouver de la bouffe, doivent chasser. Ils chassent l'écureuil, ils chassent le cerf, ils chassent, tu sais, tout ce qu'il y a là. Puis je suis comme, man, toutes ces affaires-là, là, j'en ai aucune idée. Même juste partir de chez moi, s'il y a pas de courant pendant plus qu'une semaine, je sais pas si je vais être capable de survivre, point. Fait que là, je commence, je lis ça, pis littéralement, après à penser, c'était genre, ok, il me faut un go bag. Il me faut un sac. Oui. Pour que je sois prête dans toutes les situations. Parce que ça peut arriver, tu sais. Puis honnêtement, franchement, là, franchement, littéralement, on est à une époque où est-ce que ça peut très bien arriver. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est, je sais pas d'être fataliste ou genre d'effrayer qui que ce soit, mais comme, il y a de la guerre en ce moment dans ce monde, tu sais. Ça se porte pas bien. Puis on est privilégiés en ce moment, mais ça peut tellement rapidement se retourner contre nous, là. Fait que je pense que ça vaut la peine d'être préparé. Si ce n'est que pour les gens autour de toi, genre. Je pense que c'est une responsabilité qu'on devrait tous avoir, d'être comme, prêt pour soi-même, pour qu'on soit pas paniqué quand vient le temps de quelque chose, puis qu'on puisse aider les personnes autour de soi. Je pense que c'est ça aussi, l'esprit que Van, il l'incarne un peu dans ce livre-là, c'est que lui, il s'assure qu'il est toujours prêt pour l'hiver. Ouais. Même chose pour son père Dan, ils sont toujours prêts. Ils ont de la bouffe extra pour nourrir les familles autour d'eux. Ouais. Puis lui, il va à l'épicerie, comme tu dis, au Northern, l'espèce de magasin général, hein, pour chercher ce qui lui manque. Du lait, des œufs, peut-être un petit légume, un truc de même, genre, ça finit là, mais quand il voit que c'est la panique généralisée, il est comme, ok, clairement, c'est juste moi qui est après. Ouais, c'est ça, c'est juste lui qui était tranquille. Pis c'est assez fou, là, comme mentalité, fait que je pense que, justement, il incarne cette espèce d'esprit de communauté qui est nécessaire, qui est juste comme, sois prêt pour ta famille, sois prêt pour les gens autour de toi. Puis après ça, les gens, ils vont se calmer en voyant que toi, t'es calme. Ouais. En voyant que toi, t'étais prêt pour la situation. Mais finalement, les gens, ils se calment pas vraiment. En tout cas, ouais, ça se calme, mais ça prend du temps. Tu sais, pis c'est facile de se dire, nous, comment on vit, que on pense pas vraiment aux communautés autochtones, mettons, là. Ouais. Mais l'Ontario, là, c'est pas si loin. Non, c'est pas loin. Puis c'est un livre post-apocalyptique, là, mais il y a pas des zombies, là. Non. Pis il y a pas... C'est réaliste, là. Tu
Ça pourrait arriver demain, puis c'est sûrement déjà arrivé comme ça, des grosses coupures. Comme tu disais, en donné, il y avait pas d'électricité, puis quand l'hydro est arrivé, ça devait pas être parfait, puis ils ont dû se débrouiller, puis c'est facile d'oublier que c'est des choses qui arrivent autour de nous. En ce moment, là. Ouais. Là, il y a pas de neige, mais je sais pas si là-bas, il y en a. Des fois, ça arrive plus tôt que tard. Mais en même temps, il faut être prêt, mais faut pas être trop près, dans le sens qu'il faut pas que ça t'empêche de dormir la nuit en disant d'un coup demain matin je me lève puis j'ai plus d'électricité puis là qu'est-ce que je fais puis là mon frigo puis là fait que faut pas devenir un prepper. Exact. un quoi? Un prepper. Tu sais les gens qui se préparent littéralement pour l'apocalypse, genre qui ont comme des stocks. Un bunker, genre. Exactement. Comme le film qui a mal vieilli avec Brendan Fraser là. J'ai pas vu ce film là. OK, comment ça s'appelle? non, c'est tellement drôle, il y a des trucs qui ont pas bien vieilli là. Mais, oh mon Dieu, je me souviens plus, je vais mettre le titre dans la barre de description, je vais le retrouver. Mais dans le fond, c'est Brendan Fraser, c'est ses parents quand, je pense qu'il était même pas né, le personnage de Brendan Fraser. Puis, il y a une rumeur qu'il y a une bombe qui s'en vient, ou je sais pas quoi. Puis là, ses parents, ils ont un bunker, ils décident d'aller dans leur bunker puis de s'enfermer puis de mettre genre une barre, fait qu'ils peuvent pas sortir. Puis là, Brendan Fraser, il naît dans le bunker, puis il vit dans le bunker, jusqu'à temps qu'il ait comme 20 ans, puis à un moment donné, il est comme, j'ai le goût de sortir du bunker. Puis il finit par réussir à sortir, puis il se rend compte que, ben, il y a jamais eu de bombe. Puis la vie a continué, puis il y a genre des buildings qui ont été construits par-dessus la maison de ses parents. Fait que, dans le fond, ils ont habité dans le bunker pendant 20 ans pour absolument aucune bonne raison. C'est quand même cocasse, fait que là, il sort de là, puis il a jamais vu d'autres personnes que ses parents, puis c'est pas... La technologie, ça a tellement changé depuis qu'il a vécu dans le fond dans le bunker. Puis là, dans le fond, ça le suit pendant qu'il essaie de découvrir comment le monde fonctionne. C'est quand même cocasse. C'est quand même drôle. Excellent. Ouais, voilà. Petite parenthèse sur... c'est ça. Sur Brendan Fraser. Fait que donnez pas vivez pas dans un bunker pendant 20 ans. Ah, c'est ça. Il y a quand même vous préparer puis avoir une trousse de soins. Tu sais, par exemple, puis vous informer sur les plantes que vous pouvez manger puis comment est-ce que vous pouvez chauffer votre eau dans la nature. Je sais pas. C'est ça. OK. C'est pas la peine de se faire un bunker. S'il y a un spectre, mettons, ça c'est le bout du spectre. Ouais, c'est ça. Puis l'autre bout, c'est rien, ça va pas tout. Voilà. Okay? Fait que, on trouve un petit entre-deux. Voilà. Être prêt en cas, tu sais, t'as des cannes pis t'as de l'eau. Ben, juste peut-être pour clore un petit peu sur les thématiques qui sont similaires dans travers différentes lectures autochtones. Je trouve que c'était vraiment le fun d'avoir une apport du rêve dans le livre. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Il y a au moins 3 moments, ou 3 ou 4 différents moments, 3 différents personnages qui ont des rêves qui sont un peu... Inquiétants, oui, définitivement, mais qui viennent un petit peu faire du foreshadowing, donc nous préparer à ce qui s'en vient dans la suite de l'histoire. Il y a le rêve de Dan, le père d'Evan, du personnage principal, qui il raconte qu'il voit comme sa communauté en feu, puis qu'il se tient debout, puis que ses enfants ont l'air d'avoir vieilli, puis d'avoir comme pas assez mangé. Puis ça, c'est son rêve. Il y a le rêve de Nicole qui s'enlise dans la neige ou un truc comme ça, puis que ses enfants qui sont tout d'un coup vraiment plus vieux, puis que ils vivent dans la communauté, mais tout le monde a l'air comme de vouloir la rassurer, mais elle est pas capable de te rassurer, elle a peur. Puis à 2 reprises, il y a des rêves de Evan. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé de ces sections-là. Ben, j'avoue que je les avais oubliés avant que t'en parles. C'est vrai que je disais ça pis j'étais comme, où c'est que ça s'en va? Est-ce qu'il va nous faire un truc surnaturel, pis finalement, tout ce qu'il a rêvé, ça va se produire? Mais finalement, comme tu dis, c'est genre du foreshadowing, ça va t'avertir qu'il y a des choses qui s'en viennent, sans que ces choses se réalisent, littéralement. Pendant ma lecture, ça m'avait accroché, puis après, apparemment, je l'ai oublié, là. Ça, c'était un peu inquiétant. J'ai pas aimé la vibe, il se réveillait. Puis là, les personnages étaient comme, est-ce que tout va bien? Oui, c'était juste un rêve. En même temps, tu sais que tout le monde est inquiet. J'ai pas d'autre mot. Mais j'aime vraiment l'aspect comme prémonitoire de la chose. Puis, tu sais, c'est rarement des monstres et des affaires vraiment surnaturelles que dans les rêves. Là. Peut-être une fois, quand le personnage de Scott est introduit, on vous parlera pas de Scott parce que ça, c'est un spoiler. Mais contexte requis, guys! Contexte requis. Il va en avoir un parce qu'il faut qu'on parle de Scott. Merci. Exactement. Bienvenue. Fait que suivez-nous sur notre page Patreon pour pouvoir avoir accès à l'épisode extra parce qu'on fait juste parler des spoilers, on fait juste parler de la fin puis on capote. Voilà. Fait que oui, en effet, Scott... Il y a juste un rêve qui a un petit peu une espèce de monstre peut-être dans le rêve, puis autrement, c'est tout très, like, normal looking.
J'ai aimé ça que ça tombait pas dans le surnaturel, parce que, honnêtement, après la course de rose, j'avais besoin d'un truc normal. Oui, ouais, ça, c'était spécial. Fait que ça, c'est une autre histoire qu'on a lue dans le club de lecture. On en a parlé au début du podcast, me semble. Je voulais juste mentionner qu'on l'avait lu, puisque j'ai acheté les 2 livres en même temps. Je veux pas qu'on en parle trop, parce qu'on va spoiler la fin de la course de rose. Ouais. Mais ça, c'était une bonne histoire. C'est juste comme vraiment bizarre comme tournure que ça a pris. On peut conclure, si tu veux, sur le mais juste pour pas que l'épisode dure 2 heures. Parce qu'on pourrait parler pendant 2 heures. Oui, c'est pour ça qu'on fait des contextes précis pour parler plus longtemps. Donc, tu pensais de la couverture du livre? Ben, la couverture originale est quand même nice. C'est comme une voiture enlisée dans la neige, pis c'est clairement, il y a une tempête, là. Ça peut pas être plus on the nose que ça. Ouais. Puis la suite, me semble que Moon of the Fallen Leaves, c'est quoi? Turning Leaves. C'est un arbre dans la forêt. Hey! Il y a des rubans! Il y a des petits rubans... Mais j'aime ça. Comme pour faire la randonnée, genre. Ouais! Qui montent la piste. Ben, aussi, des fois, moi, mes parents, ils ont ça dans leur terre à bois, les rubans, ça délimite le terrain. Exactement. Puis il y a une lune! Ouais. Mais bref, on parle pas de Turning Leaves, là. Mais c'est juste, ça se passe dans la nature, là, les couvertures. Puis la couverture en français, au début, j'étais comme, c'est quoi ce dessin? C'est genre un rond avec... C'est l'espace. Il y a une lune, il y a une silhouette humaine, puis une silhouette de chevreuil. Orignal. Ça ressemble plus à un chevreuil. Plus un chevreuil. Il y a des bois, en tout cas. Puis là, j'étais comme, quoi? Puis là, je suis allée voir à la fin du livre, avec le nom de l'œuvre. Oui. Ça disait, Man forgets to follow the paths of the animals and begins to fall from earth. Ça donne une dimension différente que j'avais pas vraiment pensé. J'étais comme, c'est juste... Je dis tellement j'étais comme, je m'excuse de mes comme. Je trouvais que c'était juste comme des silhouettes qui flottaient dans l'espace. Oui. J'essayais de comprendre un peu c'était quoi le lien avec la neige. Oui. Mais finalement, en voyant le titre, qui était comme l'humain s'éloigne tellement du chemin des animaux. Du chemin des animaux qui est en train de tomber de la terre. Fait que on s'éloigne justement de la communauté puis des valeurs traditionnelles, traditionnelles. Du rapport à la nature. Ouais, voilà, exact. On s'éloigne de la nature, alors on perd cette connexion-là. Oui. Puis on en est séparés. Puis je trouvais ça le fun d'avoir le nom de l'œuvre pour pouvoir faire un lien que j'étais pas capable de faire juste en regardant l'image. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont vu l'image et ont dit « J'ai tout de suite compris ». Mais moi, j'avais pas compris. C'était trop abstrait pour moi. C'est très abstrait, en effet. Ouais. Je trouve que les couleurs sont belles. C'est sûr que j'étais vraiment confuse au début quand je voyais ce titre-là, mais ça m'avait quand même accroché, même la version en français. Genre, quand tu l'avais posté sur la page du club de lecture, là, je trouvais ça comme une belle couverture. Ouais. Ça, bien fait là-dessus. Surtout que Mémoire d'Ancré, généralement, c'est comme... il y a pas toujours une œuvre sur la couverture. C'est vrai. Des fois, c'est juste une couleur ou bien un motif tout au long de la couverture, qui est très beau aussi. Mais ça fait différent de ce que je vois d'habitude de cette maison d'édition-là. Puis c'est tout le temps intéressant de voir comment les couvertures sont changées de langue en langue. Oui. Je sais pas, la couverture en français de France, ça ressemble à quoi? Elle est différente aussi. OK. Oh! Ouais. OK, c'est spécial. Il y a une grosse lune. Il y a une silhouette avec clairement une arme qui se dirige vers la forêt. Wow! Ça a un impact différent. Souvent, ils changent dépendant du public cible. Le public cible va pas chercher la même chose dans une couverture. C'est pas la même chose qui va nous attirer. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Ça dépend de la traduction aussi, évidemment, parce que... ça dépend de la maison d'édition, parce que c'est toutes des personnes différentes qui ont fait ces choix-là. Ouais, évidemment. exact. Donc, c'est sûr que ça va affecter l'auditoire. Puis sinon, il y en a une qui a juste un fond glacier avec le titre écrit en gros en plein milieu du livre et plein d'oiseaux, des outardes, je suppose. Sûrement. Qui volent donc de part et d'autre du titre central. Mais je t'avoue que celle avec la silhouette avec l'arme, là, Ouais. si j'avais vu ça en librairie, je l'aurais peut-être pas ramassé. Pareil. Parce que je trouve que ça a l'air post-apocalyptique, ça a l'air inquiétant. Oui. La personne, elle a pas l'air le fun. Tu sais pas si c'est une gentille personne ou pas. Ça se peut que oui, là. Mais selon l'atmosphère que la couverture donne, ça donne pas la même vibe du tout. Le pouvoir d'un titre, hein. Le pouvoir d'une image, le pouvoir d'un titre peut vraiment... Mais c'est quoi âpre? Âpre, qui produit une sensation désagréable à l'oreille, au goût, une voix âpre, des poires âpres, ou qui présente un caractère de violence, de dureté, une lutte très âpre pour le pouvoir. Donc là, c'est la neige qui est pas gentille, dans le fond. Qui est rude, difficile à supporter, froid, âpre. Un peu violent comme titre. Ben,
Mais c'est ça, on peut parler du titre d'ailleurs, Moon of the Crusted Snow. Ouais. On parle de croûte de neige, littéralement, si on traduit comme mot à mot. Ouais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant comment ça avait été traduit en québécois. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est très différent. Déjà, tu m'avais dit dès le départ, Moon of the Crusted Snow, tout est singulier là-dedans. Puis là, on parle des neiges singuliers, des lunes plurielles brisées. Puis ça a été inversé au lieu d'être comme lune de la neige brisée. Exactement. C'est neige des lunes brisées. Ça veut pas dire la même chose du tout. Oui. Il y a toute une section, d'ailleurs, sur ce que ça veut dire. C'est un mot qui vient de l'Anishinaabe Pemawin. Je vais y arriver un jour. Là, j'y peux. OK, guys, j'essaye, alright? À la page 213... De notre édition, c'est ça, de Mémoire d'Ancré. Exactement. Evan fait comme une parenthèse dans ses réflexions. Il parle de la croûte de neige. Il dit « La croûte de neige qui craque sous ses pas est plus épaisse que ses raquettes. Des éclats de glace survolent chaque fois qu'il lève le pied. Mais une fine neige poudreuse se cache en dessous. » Déjà, cette section-là, ça me rappelle 110%, on a tout l'automne. Quand elle traduisait toutes les façons qu'on peut parler de neige. C'est vrai. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Puis après ça, il se dit, il y a un mot pour ça. Puis il tente de s'en souvenir. Puis finalement, il en vient à la page 114 à dire, bon, je vais le prononcer comme je peux le prononcer, mais évidemment, ce sera incorrect, je suis désolée. « Onabeni Gizis », prononce-t-il fièrement à haute voix. « Neige des lunes brisées ». Puis, il dit que cette expression renvoie habituellement au mois de février, mais elle peut également s'appliquer au début de mars. Il se souvient avoir entendu 2 enseignants se disputer à ce sujet quand il était plus jeune. L'un était convaincu que l'expression désignait le moment où, au plus fort de l'hiver, le temps était si froid que la neige gelait tout simplement. Et l'autre disait que c'était plus tard dans la saison que le temps fluctuait entre le gel et les températures plus douces, ce qui faisait fondre et geler la neige à nouveau, créant une croûte. Fait que je trouve ça intéressant que on parle de croûte là-dedans, puis que quand même le choix pour la traduction de cette expression-là, qui est en Ojibwe, soit neige et lune brisée, puis que ce soit complètement différent. Parce que croûte crusted, comme en anglais. Ouais. J'ai essayé de me donner à ce jeu-là, puis de me dire qu'est-ce que moi je mettrais, genre. Je comprends son choix. Parce que croûte dans un titre, c'est pas super intéressant. C'est pas particulièrement beau. Ouais. Genre, lune des neiges croûtées. Tu sais, genre, ça a l'air dégueu, là. Puis là encore, lune des neiges qui brisent. Parce que c'est vraiment, c'est comme le craquement, peut-être, qui à quoi elle se réfère. T'sais, on peut peut-être parler de lune des neiges craquantes, croquantes. Tu sais, ça fait un petit peu comme bouffe. Je disais un petit peu étrange. C'est vrai. Âpre, ça fait ressortir la violence. Ouais. Lune des neiges brisées, ça fait ressortir la douceur et le rapport à la nature. Mais c'est triste en même temps. Moon of the Crusted Snow, c'est vraiment plus nature, c'est vraiment plus comme, c'est un temps dans l'année. Fait que c'est fou à quel point on s'éloigne d'une manière différente dépendant de la langue qu'on utilise. Puis là, je dis ça, puis c'est en ne sachant pas exactement ce que ça veut dire dans le Ojibwe, tu sais. Fait que exact. J'étais comme regardez ça, je suis genre, qu'est-ce qu'on va faire on veut savoir la réflexion qui est allée derrière le changement de titre. Ou la traduction du titre, dans le fond. On devrait aller demander à Yara, je suis sûre qu'elle serait... On va lui écrire un message, on va lui dire « Dis-nous tout, tes secrets. » Ça nous fait réfléchir comme d'habitude. On a une nouvelle façon d'appeler notre saison, aussi. C'est le fun. On a une nouvelle façon d'appeler notre saison. La saison qui est justement référée par cet extrait-là. Je pensais que tu parlais de la saison du balado. J'étais comme... on donne un nom à notre saison? T'imagines? Moi, j'ai le goût que... Pour le nom du contexte requis, parce que si vous savez pas abonner à notre page Patreon, vous savez pas qu'on fait ça, mais pour nos épisodes contexte requis, on se donne un titre un petit peu cocasse. Puis j'ai le goût que, peut-être, si on est capable, on essaie de retraduire le titre, pis ça soit ça le nom de notre contexte requis. Ouais, ok. On va s'amuser, genre. Yes. Faisons ce travail-là. Ou peut-être que ce sera pas ça, mais à suivre. Yes. Voilà. Des notes finales, as-tu des lectures parallèles? J'ai une lecture parallèle vraiment, vraiment random. Vraiment, vous allez même pas en revenir, parce que j'ai déjà parlé de ce livre, mais il y a certaines parties qui m'ont fait... il y a certaines parties du livre qui m'ont fait penser à Pays sans chapeau, de Dany Laferrière. Ah ouais? Puis là, on s'entend que Pays sans chapeau, ça se passe genre à Haïti, là. Un petit peu moins froid. C'est vraiment random, mais il y avait des petites parties comme ça. Mettons, il remercie son café le matin avant de le boire, puis ça me faisait penser à remercier l'orignal. Puis là, il y a certains thèmes qui revenaient, là, même s'il y a pas de neige, puis il y a pas de... C'est pas une communauté autochtone, puis tout. Mais ça m'est venu comme
spontanément en tête quand j'ai fait ma lecture, puis j'ai trouvé ça drôle. Fait que je fais juste le mentionner. C'est Vite de même, parce qu'on a déjà fait un épisode sur Dany Laferrière, j'en parlerai pas plus longtemps. Ça me faisait rire. Je pouvais pas ne pas parler de ça. C'est excellent. Puis je voulais reparler de Kimik, Oui. de Michel Jean, parce que ça aussi, les autres livres qu'on a lus comme Koukoum puis Atouk, ça se passait plus dans le passé. Puis alors que Kimik, ça se passe aujourd'hui. Fait que je trouvais que c'était un bon parallèle, même si c'est pas le même genre d'histoire. T'es quand même dans la communauté avec tous les changements qui se déroulent, puis l'importance de la communauté est encore là. Je renomme ce livre dont j'ai déjà parlé. Et je voulais juste faire une autre suggestion de lecture. Je sais pas si j'en ai déjà discuté, mais Braiding Sweetgrass, Tresser les herbes sacrées, c'est un livre tellement fabuleux. Je pense que j'en ai déjà parlé maintenant que tu me regardes. Ça mélange histoire, poésie et ça t'apprend des choses en même temps. C'est magnifique. Si vous voulez aller plus loin et en même temps avoir une histoire complètement différente, c'est vraiment le fun. Je vous recommande cette lecture. J'ai trippé. Puis là, ça a été traduit en français, alors. Gâtez-vous. Parlant de ces livres-là, ben, c'est le fun que j'en parle parce que c'est sur ma liste de lecture, là. Il m'attend depuis un petit moment. Puis c'est un de ces livres-là qui m'a été prêté par une histoire vraiment le fun. Je trouve que on m'a refilé ce livre-là. L'histoire de ce volume-là en particulier, le livre que j'ai chez moi, c'est que ça fait vraiment longtemps qu'il circule, ce livre-là. Que littéralement, toutes les personnes qui se sont passées ce livre-là ont dit, l'histoire avec ce livre-là, c'est que tu dois le passer à quelqu'un d'autre une fois que c'est terminé. Que je suis comme contente de faire partie de une histoire en parallèle à ça. Puis je trouve que c'est fun d'avoir ces expériences de lecture. Est-ce que t'avais d'autres livres? Mis à part ce que j'ai déjà nommé, peut-être un parallèle un peu étrange, mais ça m'a fait penser à des sections un petit peu post-apocalyptiques, en mode communauté en chicane, ou bien on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui nous est donné, là, qui m'a fait penser à Lord of the Flies. C'est comme un classique de littérature Oui, je l'ai lu récemment. Puis, tu l'as lu récemment? Je l'ai lu récemment, cette année. C'est quand même drôle. J'ai hâte de voir ton parallèle. C'est plus du genre, tu sais, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on s'entend pas? Tu sais, on voit qu'il y a de la discorde dans une section de la communauté, puis comment est-ce que ces personnes-là vont interagir entre elles, puis comment est-ce que elles vont se traiter. Peut-être avec une violence, des fois, un peu inattendue, puis qu'on fait des affaires un petit peu irrationnelles, comme tu disais, par rapport au Northern, etc. Mais c'est plus cette thématique-là en particulier qui m'a fait comme, ça me rappelle quelque chose, ouais. C'est quelque chose dans le fond de ma tête. Ça fait longtemps que je l'ai lu quand même. Parce que moi j'ai lu récemment puis j'ai pas tant aimé. Non, mais c'est ça, j'ai pas tant aimé cette lecture-là, mais ça m'a fait penser à ça. Exactement. On vous recommande pas de lire Lord of the Flies. Sa Majesté des mouches, je pense que c'est ça en français, c'est horrible. Ouais, mais ça t'a fait penser à ça. Intéressant. C'est tellement intéressant, comme moi avec Pays sans chapeau. Des fois, notre cerveau, il fait des liens vraiment spéciaux. Ouais. Fait que faites-nous part de vos liens spéciaux aussi. Mais oui, dites-nous tout, si vous avez lu le livre, à quoi ça vous a fait penser, même si c'est vraiment random. Ouais. Puis Mémoire d'Encrier, écrivez-nous un message, on veut savoir, là, qu'est-ce qui se passe sur la couverture, puis Yes. On veut des secrets d'édition, là. On veut des secrets. S'il vous plaît, mais c'est tellement un bon livre. Je suis tellement contente qu'on l'ait lu, moi, je suis contente de l'avoir lu enfin, après tout ce temps, depuis que je l'ai. Depuis que je l'ai. On s'entend qu'il est sorti en 2022, ça fait pas 6 ans, là. On se calme, ça fait genre 1 an, je suis contente. C'était notre lecture autochtone de la saison, je pense. Pour l'instant. On vous dira tout bientôt. Mais non, on vous dira tout à chaque 3 semaines. Voilà, comme d'habitude. Entre-temps, allez sur notre page Instagram, allez sur notre page Facebook, allez sur notre YouTube. On va avoir une chaîne YouTube où on va juste mettre nos épisodes. Ça sera pas nos petites faces, mais ça va être un format différent si jamais. Ouais, si vous êtes pas down for Spotify ou peu importe. Donc, merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode de Franchement Littéralement. On vous invite à nous suivre sur notre page Instagram biblio_brume, sur notre page Facebook Franchement Littéralement, ou à nous écrire au franchemanslit@gmail.com. Et un énorme merci à celui qui nous encourage sur notre page Patreon. Évidemment, juste un petit $1 nous aide à nourrir ce balado, ce petit projet d'amour. Merci, merci, merci. Vous me voyez pas, mais je suis en train de danser sur notre musique Amélie, de fin. Elle joue pas en ce moment, mais elle va jouer quand on va faire le montage. C'est le fun. Tout. Fait qu'on se dit à la prochaine. Bye! Bye! Les œuvres mentionnées dans cet épisode sont Neige des lunes brisées, version française de Moon of the Crusted Snow, de Wabgeshik Rice, traduit par Yara El Gabdan, chez Mémoire d'Encrier.
Moon of the Turning Leaves de Waubgeshig Rice chez William Morrow. La course de roses, version française de Rose's Run de Dawn Dumont chez les éditions Anorak. On a tout l'automne de Juliana Léveillé-Trudel chez La Peuplade. Coucoum de Michel Jean chez Libre Expression. Blast from the Past, la version française première sortie, réalisée par Hugh Wilson. Pays sans chapeau de Daniel Ferrière chez Boréal. Chimique de Michel Jean chez Libre Expression. Braiding Sweetgrass, la version française Tresser les herbes sacrées de Robin Wall Kimmerer chez Milkweed Editions. Lord of the Flies, la version française Sa Majesté des Mouches de William Golding chez Penguin Books. Au prochain épisode, on va discuter de Frappe à bord de Mireille Gagné. À bientôt!